Allez, on est de retour sur le plateau de cette première journée du SAS avec la première table ronde de la journée. Deux invités sont avec nous. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Plaisir d'accueillir Guillaume Ploin. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes le DSI de la fresque du climat. Vous allez nous expliquer tout de suite après ce qu'est la fresque du climat. Et puis Ludovic Kessler-Faucon. Bonjour Ludovic. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le DSI de Saor, mais vous êtes plus que ça aussi. Vous êtes aussi en charge des fonctions support, c'est ça? Alors je ne suis pas le DSI de Saor. Il y a une DSI, moi je m'occupe plus spécifiquement rattaché à cette DSI des applications des fonctions support. Très bien. Alors, on va revenir vers vous, Guillaume, parce que si on l'a bien compris, hein, il y a finalement deux profils d'organisation. On va peut-être pas parler d'entreprise pour la fresque du climat. J'allais dire quelque chose plutôt dans le service, dans la transmission dans l'associatif. Et puis le groupe SOR, vous nous réexpliquerez tout à l'heure de quoi il s'agit. Un grand acteur, j'allais dire, orienté sur les collectivités locales. La fresque du climat, Guillaume Ploin, expliquez-nous en deux mots de quoi il s'agit, quelle est cette démarche? Alors c'est une ONG écologique qui vise à faire de la sensibilisation au changement climatique. Alors là, on a déjà sensibilisé 200 000 personnes et on vise le million. Et on a en fait presque 9000 maintenant animateurs bénévoles qui nous aident là-dedans. Et on est une organisation exponentielle, alors un peu comme une start-up en fait, c'est marrant, parce qu'on vise ce million et donc on a une très très forte croissance de nos bases de données sans arrêt. Et donc on a des problèmes de scalabilité, quoi. C'est-à-dire que l'architecture que j'utilise aujourd'hui, c'est peut-être pas l'architecture que j'utiliserai demain. D'accord. On avance déjà un petit peu sur le... On va revenir hein, sur vos choix stratégiques. Et puis ce qui est intéressant, c'est comment vous vous projetez finalement sur comment construire demain en partant d'aujourd'hui. C'est à peu près ça l'idée. Alors vous, Saor, en deux mots, effectivement, on a l'impression de connaître cette entreprise parce qu'on croise très très souvent des panneaux hein, dans l'espace public. Expliquez-nous un petit peu le profil de ce groupe français leader sur son secteur. Alors SOR, c'est une société qui fait du traitement de l'eau. Alors c'est un peu méconnu en France parce qu'on a l'habitude de tirer de l'eau au robinet, que tout vient tout de suite sans se poser de questions. Alors il y a deux grandes activités majeures. On a ce qu'on appelle la production d'eau potable, hein, donc c'est-à-dire qu'on achemine de l'eau depuis le milieu naturel pour le distribuer à nos consommateurs. Et puis après, vous avez tout le processus qu'on appelle d'assainissement. Donc vous rejetez de l'eau et ensuite, cette eau, il faut la retraiter et la remettre en milieu naturel, ce qui crée le cycle de l'eau. Et donc, adossé à tout ça, nous avons aussi des activités connexes. Nous intervenons aussi dans le domaine de l'industrie. Et puis, évidemment, nous développons notre savoir-faire à l'international. Très bien, c'est très clair. Merci Ludovic. Alors, on vient à vous, Guillaume. Fresque du climat, vous nous expliquez finalement beaucoup de travail, très délocalisé, et puis pas beaucoup de moyens humains et de moyens IT. C'est ça qui oriente finalement votre choix, j'allais dire stratégique, de faire un système d'information très 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 orienté sur le SaaS. Ouais. Alors effectivement, on est une organisation avec peu de salariés en fait, mais depuis qu'on s'est parlé, on a peut-être doublé en fait. Maintenant, on est passé de 10 à 20. Donc ça bouge assez vite. D'accord. Et oui, les choix sont liés au fait que l'équipe informatique est très réduite. Et c'est vrai que moi, mon approche, c'est d'utiliser le maximum de services managés. Quand je dis manager, j'entends des services où il y a peu de gestion à faire. Et donc le SaaS, c'est ce qu'il y a de plus managé en informatique. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'infrastructures à gérer, très peu d'opérations à faire. Vous avez aussi le souci de rendre tout ça accessible à des gens qui sont un peu délocalisés. Ces accès aux applications, c'est aussi finalement votre contrainte? Alors déjà, dans les permanents de l'association, on n'est pas tous à Paris ni en France en fait, on est délocalisés. Et en plus, les bénévoles sont dans tous les pays. Donc effectivement, il faut quelque chose qui soit un peu worldwide. Et on utilise des solutions SaaS plutôt mondiales, oui, effectivement. Ludovic, chez SOR, vous êtes arrivé déjà avec une certaine expérience finalement de ces sujets-là. Quel choix vous avez fait? Pourquoi finalement vous avez orienté vos choix plutôt vers le SaaS que de rester sur du traditionnel on-premise? Alors chez SOR, il faut bien dissocier tout le cœur des applications qu'on appelle les fonctions support, hein, donc les fonctions finance, achat, legal, ressources humaines, et puis le reste du SI très orienté sur nos opérations. Le SaaS se prête plus à ces fonctions support puisqu'il permet notamment de standardiser des usages. On a eu pendant des années également beaucoup de manque d'investissement sur ces fonctions-là. Donc il a fallu quelque part rattraper le retard, c'est pour ça qu'on a fait ce choix. Le SaaS vous permet d'abord de faire en sorte que sur des fonctions, je traite des factures, je commande, je fais des commandes, je traite des affaires juridiques, qu'on soit dans le secteur de l'industrie, de l'eau, de la mode, du retail ou n'importe lequel d'autre. Finalement, vous avez la même manière de travailler, donc c'est important finalement de standardiser, de faire du standard.
Et donc le SaaS se prête bien à ça, c'est qu'il vous propose des grandes fonctionnalités accessibles. Par ailleurs, on avait aussi un souci de modernisation, comme je vous le disais. Il y a eu peu d'investissements pendant longtemps. Aller prendre des grands acteurs américains qui sont spécialistes de ces systèmes nous permettait rapidement de pouvoir rattraper notre retard, voire même de prendre de l'avance et préparer l'avenir qui sera potentiellement de s'ouvrir sur des filiales internationales et donc de pouvoir être scalable, comme le disait Guillaume tout à l'heure, d'être scalable et de pouvoir s'étendre encore plus vite. Quand on a préparé cette table ronde, on s'est parlé avant évidemment, on a parlé des prérequis. Il y a les choix d'aujourd'hui et puis les prérequis finalement pour s'engager, j'allais dire, dans cette voie du SaaS. Guillaume, quel prérequis vous mettriez finalement à une stratégie SaaS, au déploiement d'une stratégie SaaS? Est-ce qu'il y a des éléments qui sont finalement intangibles sur lesquels on doit pouvoir s'appuyer? C'est une question un peu compliquée. Alors, moi, je suis un peu un inconditionnel du SaaS parce que j'ai écrit un bouquin sur le cloud il y a 10 ans et puis déjà dans mon ancienne boîte, je faisais que du cloud. Je sais pas, les prérequis, c'est de ne pas avoir trop de problèmes de sécurité des données déjà. C'est-à-dire que quand on est une PME comme moi ou une association, en fait, le risque légal sur les données est moins important que si je travaillais chez BNP Paribas ou chez EDF qui ont des problématiques de confidentialité des données plus importantes. Donc il y a un peu un compromis finalement entre finalement la confidentialité des données et puis les bénéfices fonctionnels. Et moi, mon choix, il se met plutôt du côté des bénéfices fonctionnels, même si je néglige pas les données de mes adhérents, mais je veux dire, on n'a pas les mêmes contraintes qu'un BNP Paribas. Donc ça, je pense que ça joue pas mal. Après, il y a une chose importante aussi, c'est que moi, je n'ai pas de problème avec le fait de faire ce que j'appelle du refactoring. C'est-à-dire que j'ai à un instant T une certaine architecture basée sur un certain nombre de solutions. Si dans 6 mois, je dois tout changer, je suis prêt à le faire. C'est-à-dire que j'ai les capacités de faire des migrations d'un service SaaS vers un autre service SaaS ou même vers un service PaaS ou un service IaaS. C'est des choses auxquelles on est prêt parce qu'on sait qu'avec l'augmentation exponentielle du nombre d'utilisateurs, ça va probablement arriver. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de problème avec, vous savez, le problème d'enfermement qu'on cite souvent. C'est-à-dire que souvent les gens disent je ne veux pas aller vers ça parce que je vais me retourner enfermé dans une solution propriétaire et ça me pose un problème, je veux quelque chose qui soit pérenne sur les 10 ans. Ça, c'est des réflexes qu'on a souvent dans les grandes entreprises. Vous avez des cabinets d'architecture dans les grandes entreprises qui aiment bien avoir des solutions sans enfermement. Je parle un peu longtemps peut-être. Non, c'est très bien, c'est très bien. Mais est-ce que le refactoring, là, je me tourne vers Ludovic. Guillaume le dit, est-ce que ça c'est quelque chose qu'on peut envisager assez sereinement, qu'on ait un groupe comme SOR, se dire comme Guillaume, si je dois finalement tout remettre à plat dans 2, 3, 4 ans, je le ferai. Est-ce que c'est une approche qui est aujourd'hui possible justement parce qu'il y a le SaaS? Est-ce qu'elle est envisageable d'un point de vue stratégique, budgétaire pour un groupe important comme le vôtre? Alors le SaaS, c'est vrai que ça amène des changements de paradigme à tous les échelons de l'entreprise. On passe d'un modèle où on héberge ses applications, on a des métiers autour pour exploiter, pour superviser toutes ces applications, pour faire des installations. Vous avez des acheteurs qui ont l'habitude d'acheter d'une telle manière, de faire des contrats de licence. Vous avez des chefs de projet fonctionnels aussi qui ont l'habitude de travailler d'une certaine manière avec la solution, etc., etc. Et aussi, vous avez cette relation avec l'éditeur. En fait, le SaaS vous amène plein de changements. Contractuellement d'abord, parce que en fait, effectivement, les modèles précédents, vous preniez des licences et on partait sur, en général, des durées assez importantes, 5 ans, 7 ans. C'était l'habitude. Vous avez des intégrateurs qui faisaient des intégrations avec des modèles spécifiques. Il y avait un modèle qui convenait à tout le monde. Voilà, l'éditeur vendait ses licences, l'intégrateur faisait son beurre, et puis le métier était content parce que du coup, il avait vraiment ce qu'il voulait. Le SaaS change tout ça. Le SaaS maintenant, d'abord au niveau de nos clients métiers, on est obligé de leur expliquer qu'il faut qu'ils fassent du standard, ce qui n'est pas forcément évident. Sur les modes contractuels, c'est pareil, vous changez votre manière d'appréhender. Vous avez des éditeurs qui savent que dans 3 ans, on peut très bien changer et aller à la concurrence plus facilement. Et puis, même de notre côté, il faut penser à un certain nombre de choses. Vous externalisez l'hébergement de votre application. Donc, il y a des notions de SLA, des notions de KPI. Vous n'allez pas négocier de la même manière. Et puis enfin, pour finir, vous avez des gens qui accompagnent, donc, par exemple dans mes équipes, ce qu'on appelle dans notre jargon les product owners, qui forcément ont une approche différente dans cet accompagnement, où il faut beaucoup plus emmener
nos clients métiers vers cette fameuse standardisation. Et donc, pour répondre complètement à votre question, en fait, quand on capitalise sur une solution, même si on fait du standard, on l'intègre à notre SI, on investit dessus, c'est difficile de se dire que dans 3 ans, on va rechanger. Mais on se pose la question alors qu'avant, on ne se la posait pas. Donc peut-être qu'un jour, peut-être que là, nous, on a des solutions, peut-être que pas dans 3 ans, mais dans 6 ans, souvent on négocie 3 ans, on va se dire, tiens, on va changer, alors qu'auparavant, c'était peut-être beaucoup plus tard. D'accord. Cette notion de 3 ans, justement, vous venez de le préciser, c'est parce que c'est la durée moyenne d'un contrat SaaS, d'un engagement, c'est 3 ans. Les grands éditeurs, ils vous proposent souvent 5 ans, D'accord. ça les sécurise. Ouais. Nous, c'est vrai que chez SOR, dans nos contrats, on a souvent été plutôt sur du 3 ans parce que c'est un bon compromis entre le fait de s'engager sur du moyen terme et de garder une forme de pression sur l'éditeur pour lui dire écoute, mon partenaire, on est ensemble, mais sois présent parce que peut-être que dans 3 ans, on ira voir la concurrence. Est-ce que justement ces relations avec les éditeurs évoluent globalement? On était on-prem, on achetait une licence et en caricaturant un peu, on ne les revoyait pas avant le renouvellement de licence. Là, avec les applications SaaS, il y a des mises à jour. Comment ça se passe avec les éditeurs? Il y a un relationnel qui est plus poussé, ils vous envoient des versions bêta, ils vous font tester des fonctionnalités qu'ils espèrent ajouter. Est-ce qu'il y a ce côté, on utilise beaucoup, parfois à tort, de co-création finalement ou de co-développement d'un certain nombre de features? Il y a une évolution, c'est certain. On a eu les grands éditeurs qu'on connaît tous, Oracle, Microsoft, pendant des années, SAP aussi. Et puis on a vu la naissance d'éditeurs SaaS Cloud natifs, les Salesforce, les Coupa, les Anaplan, les Workday, qui ont amené un autre modèle. Et donc effectivement, la différence par rapport à des éditeurs, alors vous l'avez dit, c'est un peu la caricature de l'éditeur classique. Il signe, après on ne le voit plus. Maintenant, on a des éditeurs qui sont plus engagés au quotidien. D'abord parce qu'ils sont peut-être encore plus orientés business. Et puis par ailleurs, ils ont cette crainte de nous voir disparaître. Vous savez, on signe 3 ans, on peut partir à la concurrence. Donc il y a une présence plus importante. Et donc les éditeurs avec lesquels je travaille, j'ai eu la bonne surprise de constater que ils signent un jour et ils sont là régulièrement. Ils ont des fonctions type Customer Engagement Manager ou Success Manager qui sont avec nous pour s'assurer qu'à la fois les projets soient délivrés et que globalement on soit satisfait. Alors j'en profite pour vous dire que si vous voulez poser des questions à nos invités, on s'efforcera de prendre sur la fin de cette table ronde un petit peu de temps. Donc utilisez dès maintenant l'onglet qui est dédié à ça sur votre espace de connexion. Et puis on prendra les questions au fil de l'eau et puis surtout celles qui vont faire avancer la discussion. Guillaume Point, par rapport à ce que dit Ludovic Kessler-Faucon, ce changement de relation avec les éditeurs, le fait que finalement ils soient un peu plus présents auprès de leurs clients, ils soient un peu plus dans la collaboration, dans l'échange, c'est quelque chose que vous avez observé aussi? Oui, alors moi je dirais qu'il y a quelque chose au niveau du culturel, il y a un alignement culturel entre... moi, je viens d'un monde un peu de start-up où on pratique beaucoup l'agilité. Alors, quand je dis l'agilité, vous savez, c'est faire des choses progressivement, c'est faire de l'itératif. Et donc, sur la partie technique aussi, alors je vais dire un gros mot, j'utilise le principe de l'architecture émergente, c'est-à-dire que les systèmes vont évoluer en fonction des besoins. Donc l'architecture n'est pas figée, elle va bouger. Et donc on fait tout de manière itérative. Et ce qui est intéressant, c'est que ces éditeurs SaaS, ils ont souvent cette culture-là. C'est-à-dire qu'il y a des évolutions itératives sans arrêt. Donc si je prends l'exemple de la messagerie de Google, qui s'appelle maintenant Google Workspace, il y a des fonctionnalités toutes les semaines qui changent, tout le temps des nouvelles fonctionnalités. Alors, je pense qu'il y a cette espèce de culture de l'itératif qui est assez intéressante. Alors, moi, ça me permet de voir émerger des choses sans arrêt, de me dire, tiens, ça pourrait m'offrir de nouvelles opportunités pour faire évoluer mes systèmes. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Il y a des entreprises peut-être plus traditionnelles qui peuvent être un petit peu gênées par le fait que les interfaces changent toutes les semaines. Ça c'est, enfin, moi personnellement, j'y suis plutôt, je trouve ça plutôt positif. Mais il y a des fonctionnalités dont des interfaces qui peuvent changer sans cesse. Alors ça, c'est d'un point de vue utilisateur. Alors ça peut être un peu gênant. Et puis parfois, il y a des API, en fait, des parties techniques qui évoluent assez vite. Et vous êtes un peu obligé de suivre le mouvement.
Alors, moi, j'ai vécu ça, par exemple, avec une plateforme PaaS qui s'appelle Heroku. Au bout d'un moment, on vous dit, le code que vous avez fait là, bah, il est obsolète, il faut le refaire, sinon ça ne marchera plus. Donc, ça vous oblige à partager une espèce de culture de l'agilité, en fait, pour être un petit peu aligné sur cette idée d'architecture qui évolue tout le temps. Donc, moi, personnellement, je le vis assez bien, mais ça peut ne pas te convenir à certaines entreprises qui aiment mieux en fait, gérer leur roadmap et ne pas être dépendant d'acteurs qui font des évolutions un peu incontrôlées, quoi. Ce que vous dites, Guillaume, c'est que globalement, les éditeurs poussent des mises à jour et on ne peut pas les freiner, on ne peut pas les mettre sous le coude en attendant un peu pour dire, bon, attends, il faut que j'évalue l'impact sur mes processus, sur mes équipes. C'est quelque chose qui s'impose finalement aux responsables IT et il n'y a pas moyen de faire autrement, quoi, finalement. C'est eux qui donnent le tempo. Il y a souvent une phase de transition quand même où je peux soit activer la nouvelle fonctionnalité tout de suite ou me laisser 3 mois pour m'organiser. Et puis il y a quand même des cas où avec Salesforce, quand ils ont fait une grosse mise à jour d'interface il y a, je sais plus, 3 ou 4 ans, finalement la phase de transition a duré beaucoup plus longtemps parce que les équipes étaient pas très à l'aise avec la nouvelle interface. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce côté, on vous force à évoluer avec la solution. Alors, et puis, pour ce qui est de la relation, peut-être qu'on ne fréquente pas exactement les mêmes éditeurs SaaS, mais parfois, vous savez, moi j'appelle ça le customer as a commodity, c'est-à-dire que vous avez des relations assez minimalistes avec l'éditeur, donc vous vous souscrivez via Internet, etc. Et c'est vrai que pour un grand éditeur comme Google, Salesforce ou Microsoft, le client doit être quelque chose de banalisé, on n'aime pas trop avoir de relations avec lui. Et donc, ça permet un effet d'échelle chez eux. C'est-à-dire que s'ils ont 500 000 entreprises qui ont exactement les mêmes fonctionnalités, pour eux, c'est beaucoup plus facile à gérer que s'ils ont des entreprises qui ont des petits desiderata spécifiques. Donc, il y a peut-être aussi ça qui rentre un peu dans la culture aussi, qu'il faut prendre en compte. Alors quand je vous écoute, messieurs, tous les deux, il y a quand même cette idée c'est Ludovic qui a commencé à se dire finalement, on a peut-être beaucoup plus présent à l'esprit la durée de l'engagement du contrat. Alors 3 ans, 5 ans, 6 ans. Est-ce que ça veut dire que ce qui a toujours été quand même un frein globalement dans le déploiement et dans le maintien des systèmes d'information, c'est la fameuse réversibilité. Vous l'abordez de manière sereine avec vos applis SaaS en disant je suis avec X demain, aujourd'hui, je serai avec Y demain. C'est pas un énorme sujet de pouvoir changer comme ça de fournisseur, d'applicatif, d'interface. Alors je pense que, comme le dit Guillaume, il faut dissocier les usages. On a les usages de messagerie, de stockage GED, etc. Tu prenais l'exemple de Google, de Microsoft. On a des usages très standardisés, extrêmement diffusés dans le monde, versus, je vous citais des éditeurs tout à l'heure, les Workday, les Coupa, qui sont quand même des verticaux très importants. Alors un sur la RH Finance, l'autre plutôt sur le procurement, et encore l'autre sur la connaissance client. Donc le niveau, enfin la capacité à sortir de ces conceptions d'applications sont peut-être plus difficiles sur ces applis-là que quand vous faites de la messagerie. Alors les transferts d'un Google à un Microsoft sur la messagerie sont quand même des gros projets, mais on peut se dire que globalement, ce sera peut-être plus simple. Quand vous avez conçu des process sur lesquels sont assis votre EBITDA et la valeur que vous apportez aux clients, c'est un peu plus difficile. Donc moi, c'est un peu récent, c'est-à-dire que chez SOR, on a conçu cette stratégie il y a 3 ans. Donc je n'ai pas encore assez de recul pour vous le dire. Ce qui est certain, c'est que le jour où vous voulez sortir, ça se prépare. Vous ne pouvez pas dire le 1er octobre, tiens, le 31-12, mon contrat s'arrête, je bouge, je vais signer chez le concurrent. Ça, c'est pas possible. Ça veut dire qu'en amont, ça vous oblige quand même à bien fixer les conditions de la réversibilité dans votre contrat, être certain que vous pourrez sortir facilement. Et ça veut dire d'anticiper un maximum, parce que le jour où il coupe le service, il coupe le service. Vous ne pouvez pas dire, ouais, vous nous le laissez un peu. Non, votre contrat s'arrête, si vous n'avez pas renégocié, c'est terminé. Et donc vous pouvez mettre à mal complètement le fonctionnement de votre entreprise. Donc ça veut dire que ça se prépare beaucoup à l'avance. Et peut-être qu'un jour on le fera, on en reparlera à ce moment-là. En tout cas, c'est sûr que sur des applications verticalisées dans les domaines finance, achat, procurement, commerce, ça veut dire qu'au moins 2 ans à l'avance, vous savez déjà que dans 2 ans, vous ne re-signerez pas votre contrat si vous êtes sur 3 ans, que vous démarrez votre projet et que vous signerez un nouveau contrat avec ce nouveau partenaire. Alors d'ailleurs, on fera un point en fin de journée avec Céline Barbossa, une avocate, parce que ce qui ressort de ça, c'est que la dimension finalement juridique, réglementaire en tout cas, ou contractuelle peut-être plus précisément, est très importante quand on commence à
à multiplier les contrats SaaS, hein, comme vous venez de le dire, Ludovic, pour des questions simplement du contour du contrat, hein, qu'est-ce qu'il contient en termes de SLA notamment, mais de sécurité des données aussi, la durée, il y a un certain nombre de choses. Ça devient finalement, avec le SaaS, l'équipe IT se rapproche du juridique dans les entreprises. Il y a une dimension un peu plus prégnante de ça, en disant qu'est-ce que tu signes, fais attention, travaillons ensemble là-dessus. Ce qui est certain, c'est que l'externalisation, ça vous oblige, vous sortez des données à l'extérieur de votre SI. Alors ça reste une bulle, vous êtes toujours dans votre SI, mais quand même à l'extérieur. Donc ça veut dire que ça renforce des fonctions comme la sécurité des systèmes d'information. On a un RSSI, on a des études aujourd'hui beaucoup plus poussées sur le privacy by design, la RGPD par exemple, qui sont plus poussées que ce qu'on pouvait faire avant. On a des juristes aussi qui sont présents, qui l'étaient déjà, mais qui abordent les contrats de manière différente. Et aussi peut-être les responsables fonctionnels qui vont exploiter la solution ensuite, ils ont un peu plus de culture juridique aussi, parce que forcément, il va falloir qu'ils participent plus activement à la mise en place des contrats, se poser les questions sur les taux de disponibilité, les SLA. Comme vous l'externalisez, demain, on vous doit un engagement de mise à disposition du service. Et donc ça veut dire que les personnes qui suivent le contrat au quotidien, ce n'est pas du juriste, ça va être les personnes de mon équipe par exemple. Il faut qu'eux, ils aient bien conscience de tout ce que ça implique. Et forcément, ce vernis juridique est désormais plus nécessaire que ça pouvait l'être avant, même si évidemment ils sont accompagnés par les fonctions achats et les fonctions juridiques dans le quotidien. Guillaume, un petit mot justement sur ces profils. Hein. Finalement, vous êtes la fraise du climat aujourd'hui. On peut dire que vous avez été pendant de nombreuses années responsable de la veille innovation prospective dans des grandes ESN. Vous avez travaillé pour SQLI, pour Octo Technologies, qui a été racheté par Accenture il y a pas si longtemps. Donc, vous êtes un observateur, j'allais dire, avisé de ces sujets-là. Est-ce que, pour rebondir sur ce que vient de dire Ludovic, vous sentez les changements de profil au sein des équipes IT à mesure finalement qu'on ait recours à ces plateformes pour faire du SaaS, de l'IaaS ou du PaaS, hein, comme vous l'avez dit en introduction? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez ça? Je peux te revenir un instant sur la possibilité de récupérer ces données. Hein, alors en général, c'est tout à fait possible. Ça a été dit, hein, finalement, on arrive bien à récupérer ces données. C'est un projet hein, de migrer les données, mais c'était déjà un projet quand je passais d'un logiciel interne à un autre logiciel interne. Hein. Faire une migration de logiciel, c'est toujours compliqué. Donc en général, il n'y a pas trop de problème pour la réversibilité, mais effectivement, il faut prévoir la durée du projet. Ce n'est pas des choses triviales. Alors moi, il y a une deuxième chose sur laquelle j'aime bien insister, c'est ce que j'appelle l'intégrabilité. Parce que j'ai tendance à essayer de mettre en place des flux entre une solution SaaS A et une solution SaaS B. Parce que j'ai besoin, par exemple, que mes logiciels métiers envoient des informations à ma compta, des choses comme ça. Et j'utilise des espèces de bûches, de middleware dans le cloud qui permettent d'échanger des flux. Ça, pour moi, c'est assez important parce que si j'adopte une solution SaaS, c'est bien de pouvoir récupérer les données, mais c'est aussi bien de pouvoir faire circuler les données au sein de mon système d'information étendu. Donc pour ça, j'utilise en particulier un truc qui s'appelle Zapier, qui est assez pratique pour échanger des données. Et sur ce que vous disiez, ouais, donc je pense qu'il faut sensibiliser. En fait, il y a aussi une chose importante avec le SaaS, c'est que parfois, c'est les métiers qui font le choix de la solution. Parce que, par exemple, si vous me dites de choisir une solution d'analyse de roche, moi, je n'y connais rien à l'analyse de roche. Donc, il y a des métiers qui sont amenés à faire les choix de solutions parce qu'ils sont capables de regarder ce qui existe dans le cloud et dans le SaaS. Et pour moi, il est très important de les sensibiliser justement à la réversibilité, qu'on pourra bien récupérer les données, aux aspects juridiques qui ont été évoqués, effectivement, où sont stockées les données, qu'est-ce que ça signifie en termes de protection des données. Donc ça moi, j'essaye toujours de mes utilisateurs métiers de les sensibiliser à ça. Donc la réversibilité, peut-être l'intégrabilité aussi, l'aspect juridique. Et puis il y a un point très important aussi qui est de faire une veille sur la santé financière de l'offre SaaS. Parce que ça peut arriver qu'il y ait des acteurs qui mettent la clé sous la porte. Et alors là, si on caricature un petit peu, vous savez, il y a l'effet Cap and Quest qu'on a connu il y a une vingtaine d'années, où tout d'un coup ça s'arrête et vous perdez vos données. Alors c'est rarissime, heureusement, hein, mais c'est quelque chose qu'il faut un peu observer. Donc il y a le juridique, il y a aussi l'aspect financier, quels sont les modèles économiques, est-ce que ça risque d'augmenter? Parfois il y a des acteurs SaaS qui font baisser leurs prix et d'autres qui les font augmenter. Donc il y a toute une veille à faire, effectivement, autour des services juridiques et des achats, sur la santé financière, le modèle de pricing, la sécurité, la confidentialité des données, et puis techniquement, réversibilité, intégrabilité, je dirais. Et c'est qui le juge de paix alors pour choisir justement le prestataire? Vous avez raison, hein, Guillaume. C'est quoi les références? On lit les rapports Gartner, IDC, Forrester et ces cabinets-là. On échange avec ses pairs dans des clubs de DSI.
Finalement, les formules qu'on utilisait avant n'ont pas trop changé. Enfin voilà, c'est plusieurs facteurs en fait, c'est pas qu'un seul. Vous parlez du Gartner, c'est-à-dire qu'on le regarde toujours, on aime bien le regarder. Ça ne donne pas toutes les réponses, sinon ça serait trop facile. Après, il y a, je pense que les retours d'expérience maintenant se font. J'ai le sentiment que ça se fait de plus en plus. D'ailleurs, les éditeurs vous mettent en relation. Alors, ils aiment bien vous mettre en relation avec des éditeurs avec lesquels les projets se sont très bien passés. Et ils ont, comme tous, des projets un peu plus difficiles. Et c'est là aussi, il faut aller chercher ces projets plus durs. Qu'est-ce qui s'est passé? Essayer de comprendre. Ça vous donne un éclairage. Et puis après, il y a tous les critères dont Guillaume parlait. Effectivement, les analyses qu'il faut faire sur la santé financière. Parce qu'il faut que vous choisissiez un éditeur dont vous êtes certain qu'il va durer dans le temps. Alors quand vous prenez un grand éditeur américain qui a pignon sur rue, vous ne vous posez pas trop de problèmes. Parfois, vous êtes sur des niches de marché, enfin sur des niches fonctionnelles, où vous n'avez pas de grand éditeur. Vous avez des plus petits. Et c'est là qu'il faut faire encore plus attention. Parce que non seulement, alors il y a le risque zéro n'existe pas, mais ça se fait dans la perte de données, bon, ça c'est vraiment le summum. Mais vous pouvez avoir même des projets qui se passent mal, un éditeur qui est son propre intégrateur aussi, ça se voit. C'est pas forcément le même métier. On a des projets qui durent dans le temps, qui coûtent plus cher. Il y a tout ça aussi. Et donc, en fonction de votre contexte, en fait, vous allez avoir plusieurs critères différents qui ne verra pas un qui sortira plus qu'un autre. C'est vraiment des équipes qui travaillent ensemble, les acheteurs, les juristes, les financiers, l'IT, pour choisir la meilleure solution. Alors aujourd'hui, on est, selon les estimations, on est entre 24% et 36% j'allais dire du parc logiciel du marché logiciel qui a basculé en SaaS. Comment vous voyez ça? Vous êtes aux manettes, j'allais dire, de l'IT de vos organisations. Les perspectives, c'est que là, vous avez largement sassifié l'un et l'autre vos systèmes. Comment vous voyez l'évolution? Ça va se poursuivre? On va continuer à mettre du SaaS un peu à tous les étages du SI? On va calmer les choses, on va recartographier. Quel scénario finalement d'évolution vous voyez à ça? Moi, je peux peut-être donner un peu un éclairage sur le marché parce que j'interviens aussi en tant que formateur sur le cloud auprès de grands comptes. Alors, moi, ce que j'observe, c'est que la prise de décision, elle varie un peu selon la culture d'entreprise. Par exemple, vous avez des entreprises où il y a une grosse culture de la sûreté parce qu'il y a des entreprises qui travaillent à un niveau un peu mondial, à un niveau géopolitique. Alors, je pense par exemple à Total ou EDF. Donc, quand il y a une grande culture de la sûreté, la décision d'utiliser telle ou telle solution de SaaS peut se faire au niveau d'une direction de la sûreté, au niveau d'une DSI. Et puis il y a d'autres entreprises où les métiers ont plus les coups des franches parce que c'est eux qui ont le budget. Et donc ils prennent un peu les décisions sans trop consulter la DSI. La caricature, c'est je n'informe même pas la DSI. Donc entre ces deux extrêmes-là, je dirais qu'il y a un curseur à placer finalement entre est-ce que c'est les métiers, est-ce que c'est la DSI qui prend les décisions. Et sinon, moi ce que j'observe, c'est que même chez ces grands comptes qui ont une grosse culture de la sécurité, on fait du SaaS actuellement. Donc BNP Paribas met sa messagerie chez Office 365 de Microsoft. Donc tout le monde y va. Donc il y a plus ce truc de dire nous on a des problèmes de sécurité tels qu'on n'ira pas vers le cloud. Donc tous les grands comptes ont au moins une partie de leur parc applicatif dans le SaaS. Donc pour moi la messe est dite. Je veux dire ça va que croître et on gardera peut-être quand il y a des problématiques juridiques, typiquement dans une banque, la gestion des comptes bancaires ne doit pas forcément aller vers un prestataire américain. Mais moi, j'y crois beaucoup, au fait que le cloud va prendre beaucoup d'ampleur et que ça va être la plus grande partie du système d'information qui va partir dans le cloud. Vous, chez SOR, Ludovic, vous êtes déjà bien avancé. Il reste des briques sur lesquelles vous posez des questions. Vous m'avez évoqué le RP qui pourrait basculer éventuellement, la gestion des documents, la GED. Alors, ce qui est certain, c'est que toutes les fonctions support dont je vous parlais, c'est notre volonté. Alors, support, ça veut dire… les fonctions finance, achat, ressources humaines, juridiques, ou comme je vous le disais, qu'on soit dans n'importe quel secteur d'activité, le traitement de l'eau ou tous les autres, on travaillera de la même manière à peu de choses près. Donc moi, mon objectif, c'est faire du 100%, c'est jamais simple, mais on peut s'en rapprocher le plus possible. Après, je pense qu'un des enjeux, c'est de se dire, le SaaS, on standardise, du coup, c'est pas forcément éligible à tout non plus. C'est-à-dire qu'on va développer, nous, des solutions sur notre SI opérationnel, pour quand vous avez des agents qui interviennent sur nos réseaux. C'est de la valeur qu'on apporte à nos clients.
est-ce qu'on a intérêt à faire du SaaS sur ces fonctions-là ou au contraire à faire des solutions plus spécifiques parce que ça nous permet de nous différencier. Donc je dirais l'enjeu pour les entreprises, c'est de trouver cet équilibre. Le SaaS m'apporte une standardisation, je peux faire du SaaS à l'échelle, je peux m'étendre facilement, mais à contrario, je standardise. Et donc quelque part, je ne vais pas me différencier de ma concurrence. Je dirais ça, c'est le premier enjeu. Et une fois qu'on a acquis une taille critique sur les solutions SaaS, c'est comment elles vont vivre les unes avec les autres. Donc il y a le sujet de l'intégration, dont Guillaume parlait, c'est un très bon exemple parce qu'on n'en parle pas, mais les flux entre les applis SaaS, c'est pas simple. Et c'est aussi, tous ces grands acteurs, ils grossissent et ils commencent à proposer des solutions fonctionnelles qui se recoupent les unes avec les autres. Et vous avez des recouvrements comme ça. Alors, un Salesforce, il faisait de l'e-commerce, aujourd'hui, il fait de la gestion d'intervention, par exemple. Voilà, donc les solutions elles se superposent et à un moment donné, vous devez vous poser la question, parce qu'à un moment, vous faites évoluer vos SI sans arrêt, je vais aller chez lequel? Est-ce que je vais chez celui-là? Et donc, je dirais, l'enjeu, il est là. C'est pas très grave, c'est un problème de riche, mais il faut bien faire attention aux choix qu'on fait dans ce parc d'applications SaaS. Guillaume, c'est finalement, on voit vos approches. Ludovic, il est plus contraint à une forme de prudence par la taille de sa structure que vous par rapport à la vôtre. Vous l'avez dit dès le début de cette table ronde, le refactoring complet vous fait pas peur. Est-ce que justement le fait d'avoir accès plus facilement à un certain nombre d'applicatifs, et je pense notamment à tout ce qui va se développer autour de l'IA, de la data, etc., est-ce que ça va finalement créer de l'innovation au sein des systèmes d'information, ce recours au SaaS, cette capacité d'essayer de faire des POC, de faire des choses qui sortent un petit peu du mainstream de la feuille de route qu'on s'est fait en début d'année? Alors d'abord, je veux dire, on dit un peu la même chose parce que finalement, ce qui vient d'être dit, c'est qu'il y a des chevauchements fonctionnels et en fait, en avançant, on est obligé de se reposer des questions. Et donc, quelque part, c'est ce que je disais sur l'architecture émergente, c'est que en fait, en avançant, on s'aperçoit de choses qui font qu'on change nos choix, en fait. Et ça, j'aime bien ça parce que pour moi, ça, c'est l'agilité, c'est le lean, c'est le fait d'avancer de manière itérative. Donc, je me permets de souligner ça. Après, oui, il y a un truc, c'est qu'il y a des fonctions support assez standardisées et puis il y a des applications plus métiers. Alors sur les applications plus métiers, effectivement, il faut les faire en spécifique. Et là, moi, je vois, alors moi qui suis très cloud, hein, j'ai deux options finalement, c'est soit je fais du no-code, soit je fais du PaaS. Alors du PaaS, ça veut dire que je fais du code, enfin mon équipe fait du code, mais il est dans le cloud. Parce que moi je ne vois pas l'intérêt d'avoir des machines hein, dans ma structure. Donc de toute manière, le code qu'on a fait, nous, nos applications métiers spécifiques, elles vont aller dans le cloud, mais plutôt dans du PaaS. Et puis... alors on a fait pas mal ces derniers temps du no-code, alors je ne sais pas si je m'étends là-dessus, hein, mais c'est... Un petit peu dites un mot sur nos codes, ouais, c'est intéressant quand même. Est-ce que ça donne des perspectives justement de s'approprier par soi-même le développement d'applications plus spécifiques à ses besoins? Ce que je trouve intéressant avec le no-code, alors nous on l'a beaucoup pris en main, c'est que on est parfois sur des besoins métiers qui ne sont pas encore très très clairs. Et donc moi je suis l'informaticien, j'ai la personne du métier à côté de moi, elle me dit je voudrais faire ça, je lui fais tout de suite. Alors c'est vrai qu'il y a des outils qui permettent de faire assez vite et je lui fais une démonstration. Et puis elle me dit ah non c'était plutôt ça, et puis on met en prod pour une semaine, et puis on dit tiens ce serait bien si on rajoutait un champ. Et en fait ça nous permet de faire des évolutions assez rapides, et puis de quelque part de mieux comprendre nos besoins fonctionnels. Alors je dis ça parce qu'on est peut-être une structure un peu jeune, hein, et puis comme on est exponentiel aussi, les besoins fonctionnels évoluent assez vite. Et dans une période en fait où on a des évolutions assez régulières du périmètre fonctionnel, le no-code ça permet vraiment de se mettre à deux, en fait, un qui implémente et l'autre qui regarde assez rapidement. Et donc ça permet vraiment d'aller très très vite pour mettre en place quelque chose qui sera pas du prototype, mais on appellera du MVP, hein, du Minimal Viable Product. Et après ça, je m'empêche pas de me dire que quand les fonctions sont stabilisées, quand on saura mieux finalement ce que c'est que notre métier, de manière très 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 précise, on pourra faire du code. Parce que le code, ça prend plus de temps quand même. Et donc, on fera un refactoring qui nous apportera des gains de capacité en charge, de choses comme ça. Parce que typiquement, j'utilise actuellement une plateforme no-code qui s'appelle Airtable, qui est un peu connue dans le monde du no-code. Et une des limites de cette plateforme, c'est que dans une table, dans une base de données, je suis limité à 100 000 lignes. Et donc ça c'est un frein énorme. Donc je sais que je sortirai de ce truc-là. Mais je sais qu'avant d'être bloqué, ça m'offre des facilités intéressantes. Ok.
Je ne sais plus quelle était votre question initiale. Ma question initiale, c'est-à-dire que vous avez pris le temps d'y répondre sur du low-code, c'est très intéressant. D'ailleurs, je donne rendez-vous à tout le monde cet après-midi. On va avoir une table ronde spécifique sur les premiers praticiens du no-code. Alors, ça sera certainement un peu moins technique que ce que vient de nous dire Guillaume Ploin, qui est effectivement, lui, un spécialiste du sujet. Messieurs, c'est déjà terminé. On a passé 30 minutes ensemble. Merci beaucoup pour vos éclairages. On a mieux compris avec vous d'où on était aujourd'hui et où on risque d'aller dans les mois, dans les années qui viennent avec le SaaS. Guillaume Ploin de la Fresque du Climat était avec nous. Merci beaucoup, monsieur Guillaume Ploin. Ludovic Kessler-Faucon du groupe SOR était avec nous également. Merci beaucoup, Ludovic. Merci. Voilà. Fin de cette première table ronde, vous allez retrouver tout de suite Olivier Bouzereau pour le premier workshop de la matinée. Et puis nous, on se retrouve tout de suite après, un petit peu plus tard, pour une deuxième table ronde. La journée du SaaS continue sur Silicon. À tout à l'heure. Merci beaucoup.